Août 2016, nous sommes à Qayyarah, au nord de l'Irak. La base arrière de l'offensive sur Mossoul. Vas-y, compte les munitions. Avec ça, ça fait 26. Ces hommes sont les soldats de l'armée irakienne, la 9e brigade de la division blindée. Leur mission du jour, ravitailler en armes et en nourriture les troupes aux avant-postes, au cœur des combats. Cette fumée noire au loin, ce sont les puits de pétrole que l'organisation État islamique incendie pour se cacher de l'aviation américaine. Depuis plus de 2 ans, cette ville est contrôlée par les djihadistes. C'est le dernier gros obstacle avant Mossoul. Alors les combats sont rudes et les militaires font face à une forte résistance. Quelques secondes de calme, juste le temps de sortir du véhicule. Allez les gars, venez porter ça. Avec ça, ça fait 11. Alors pour terminer de décharger la cargaison, un groupe de soldats ouvre le feu pour couvrir les autres. Les combats durent depuis 2 jours. Depuis ce toit, les gradés de l'armée irakienne commandent les opérations. Maintenant, immédiatement. Sinon, je viens avec mes troupes et c'est moi qui vais m'en occuper. Le général Najim Al-Djibouri est en contact permanent avec les Américains. On travaille avec une équipe américaine. On leur donne les positions des cibles et ils les attaquent avec des avions de chasse ou des drones. Je pense que c'est la dernière heure pour eux. Quand les attaques aériennes commencent, c'est que la fin approche. Après sa déroute de 2014, l'armée irakienne essaye de se reconstituer pour la plus grande de ses batailles. Et Qayyarah signe le début de l'offensive. Mossoul, 2e ville du pays, mais depuis juin 2014, la capitale du groupe État islamique en Irak. Tout un symbole. Les djihadistes sont sunnites et ils avaient été accueillis par les populations locales comme les protecteurs naturels contre le régime à dominante chiite de Bagdad. Mais après 2 ans sous le joug islamiste, la ville de Mossoul suffoque. Alors l'étau se resserre. Au nord-est, les Peshmerga, l'armée kurde, avec Sirwan Barzani, un des leaders. Elle dépend du Kurdistan, qui bénéficie déjà d'une large autonomie. Au sud, l'armée irakienne, dont un des commandants est le général Najim Al-Djibouri, est sous le contrôle de Bagdad. 2 ennemis historiques, alliés de circonstance pour éradiquer l'organisation État islamique. Le tout avec l'appui des Occidentaux. Qayyarah vient d'être libérée. Les combats sont terminés. Et comme une provocation, la musique peut de nouveau résonner dans la ville. Pendant que certains se reposent, d'autres effacent les vestiges de la terreur. La tranquillité paraît s'installer. Quand tout à coup... Dans la maison, dans la maison. Par ici, dépêchez-vous, vite. Une voiture vient de nous foncer dessus. Elle a percuté ce véhicule noir avant de continuer sa course plus loin. Les soldats nous interdisent de filmer et nous demandent de quitter les lieux sur le champ. Au milieu de ce groupe d'hommes, un cadavre. Un soldat de l'armée irakienne a été tué par un djihadiste. Nous découvrons un 2e véhicule et une flaque de sang. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une voiture piégée. Ils l'ont neutralisé ou pas encore? Tue-le! C'est la confusion la plus totale. 2 hommes de Daesh sont revenus dans la ville avec une voiture remplie d'explosifs. Si on était resté là, on serait mort. Ils vont être abattus par l'armée. Nous n'aurons toujours pas le droit de filmer. Mais nous nous procurons une vidéo du véhicule piégé.
Voilà à quoi ressemble une voiture kamikaze de l'organisation État islamique. À l'arrière, une dizaine de bidons d'explosifs reliés à une télécommande. Ceux-là n'ont pas été déclenchés, mais les dégâts auraient pu être énormes. Trop peu nombreux pour faire face à l'armée irakienne, les terroristes recourent quotidiennement aux attaques. Regarde, ce sont des kamikazes qui ont été tués. Ce sont des combattants de Daesh. Le général Al-Djibouri est habitué à ces scènes d'horreur. Déjà en 2003, il participait à la lutte contre Al-Qaïda aux côtés des Américains. Il y a des snipers? Non, c'est bon. Aujourd'hui, lui et ses 5000 hommes ont récupéré la ville. Alors sur les bords du Tigre, le fleuve légendaire, le général peut enfin espérer. Ça a été mon rêve, depuis toujours, d'arriver au Tigre. Ce fleuve signifie la vie pour moi. Mon peuple, depuis l'histoire très ancienne, vit près de ce fleuve. Ce fleuve nous a donné la vie. Le Tigre l'amènera à Mossoul, mais le général sait bien que pour libérer la ville, il devra compter sur tous les Irakiens. Et pour cela, un défi l'attend. Il doit réconcilier chiites et sunnites. Dans les zones libérées par son armée, la vie reprend peu à peu. Les civils sont soulagés après 2 ans d'horreur. Mais le général va devoir faire preuve de beaucoup d'habileté. Les populations qu'il vient de libérer sont sunnites, et son armée, elle, très largement chiite. T'es le plus fort. Montre-moi ta force. Si devant les caméras tout se passe bien, les relations entre chiites et sunnites sont très tendues dans les faits, et pas seulement avec les sunnites. Ce n'est pas la seule complexité de cette bataille, car les Kurdes comptent bien y prendre leur pleine part. Ils se battent eux aussi contre l'organisation État islamique, une centaine de kilomètres au nord. L'opération de Mossoul est une grande première dans l'histoire irakienne. Kurdes et Arabes sont côte à côte contre un même ennemi. Aujourd'hui, des milliers de combattants kurdes vont prendre d'assaut 11 villages autour de Mossoul. On les appelle les Peshmerga, ceux qui font face à la mort en langue kurde. Et vive les Peshmerga! Chaque mètre occupé par Daesh, on va le libérer. Un bataillon kurde entre dans le premier village. Attention, il est derrière la barrière. Ne restez pas tous au même endroit. Allez-y, tirez vers là-bas. Regardez, il est là. Vas-y, tire. Allons. Oui, la voie est libre, on peut y aller. Venez tous. Personne ne sait combien de combattants de l'organisation État islamique sont en face, ni même les moyens dont ils disposent. Il y a 2 personnes qui se cachent sur le toit là-bas. Ils sont 2. Les combats vont durer 2 jours. Allez les gars, venez nous aider. Allez-y, soulevez-le. Dans ce village, une dizaine de combattants kurdes vont perdre la vie. Une vingtaine d'autres seront gravement blessés. Mètre après mètre, les Peshmerga reprennent les 11 villages. Et aussitôt, creusent des tranchées pour se protéger de l'ennemi. Les hommes de Daesh ont reculé dans d'autres villages, quelques centaines de mètres plus loin. Daesh prend position là-bas et nous vise avec leurs snipers. On est donc obligé de raser et de détruire tout ce qui se trouve entre nous. Les jours de l'organisation État islamique en Irak semblent compter. La nuit tombe sur la nouvelle ligne de front. Et un convoi un peu spécial traverse le paysage. C'est celui de Sirwan Barzani au centre, un chef emblématique des Peshmerga. Après la victoire de ses hommes, il n'est là que pour une demi-heure et répondre aux journalistes. L'occasion de faire passer un message fort aux Irakiens. S'il n'y a que l'armée irakienne sans les Peshmerga ni les milices chiites, alors ce sera compliqué. Ils ne sont pas encore prêts pour reprendre Mossoul.
Sirwan Barzani est une des personnes les plus influentes du pays. En plus d'être un chef de guerre à la tête de 170 000 hommes, c'est un riche homme d'affaires. Mania des télécoms, il pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Quelques jours plus tard, nous prenons rendez-vous avec lui dans sa villa, au nord-est de l'Irak. Oui, oui, si vous avez l'accord me concernant, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans la région de Barzan, du nom de la famille Barzani. Des générations de révolutionnaires qui ont lutté pour l'indépendance du Kurdistan. Aujourd'hui, le millionnaire se rend sur la tombe de son grand-père. Nous, la famille Barzani, nous avons commencé la révolution il y a 120 ans. Nous n'avons jamais abandonné, nous avons survécu. Grâce à Dieu, nous avons maintenant notre région semi-autonome et on espère rapidement voir notre pays indépendant avec notre drapeau. Sirwan Barzani a tout intérêt à mener la guerre contre Daesh. En éradiquant les terroristes, il étend son territoire et gagne en crédibilité aux yeux de la communauté internationale. Et le leader voit les choses en grand. Il a fait construire un musée à la gloire des Kurdistans. La forme de la piscine, c'est la forme du Kurdistan. Et les 3 bâtiments que vous voyez là, ce sont les 3 parties du Kurdistan qui regardent le drapeau de l'indépendance. Attention, c'est lourd. Lève-le, s'il te plaît. 2 jours après la bataille, les hommes de Barzani se préparent pour de nouveaux combats. Nous sommes dans les zones récemment libérées et les Peshmerga ont fait de curieuses découvertes. On y va. Dans cette montagne, les hommes de l'organisation État islamique ont creusé des kilomètres de tunnels. On peut sortir par cette voie. Et une autre là-bas aussi. Un dédale de couloirs traverse la montagne de part et d'autre. Il permettait aux hommes de Daesh de se cacher pendant les bombardements de la coalition. Ce sont leurs affaires. Ce sont leurs marmites, leurs assiettes, la théière. Ils se sont cachés ici comme des rats. Des tunnels comme celui-là, Daesh en a construit dans tous les villages aux alentours. Ils ont aussi laissé des champs de mines à perte de vue. Les djihadistes ont truffé d'explosifs chaque terrain. Serbast est démineur depuis 20 ans. Il dirige une dizaine de soldats pour nettoyer la zone. Et le travail ne manque pas. Ce sont les mines qu'on a retirées en 2 jours. On a pu déminer tout ça sans avoir le moindre accident. En 48 heures, Serbast et ses hommes ont retiré plus de 80 mines, soit 1,5 mine par heure. En moyenne, un démineur ne retire pas plus d'1 mine ou 2 par jour. Le travail est risqué, mais le temps presse. Ça, c'est le détonateur. Si j'appuie dessus, la mine explose. Et ça va tuer tout le monde autour de nous. Les djihadistes changent en permanence l'élaboration des mines. Alors la difficulté, c'est de s'adapter. Celles-ci sont fabriquées avec des engrais agricoles et des colorants. Et faute de temps, le contenu de la mine est vidé à même le sol. Seuls les détonateurs seront conservés. Au loin, ces rares lumières scintillant dans la nuit sont la preuve que Mossoul survit. Cette nuit, les Peshmerga ont été prévenus de l'arrivée de plusieurs familles qui viennent de fuir la cité interdite. Épuisés, ils arrivent après plusieurs heures de marche. Sur les quelques kilomètres parcourus, ils ont dû éviter les mines. À chaque instant, des membres de Daesh auraient pu les rattraper et les exécuter. Baisse ton pantalon. Les soldats sont méfiants. Les Kurdes redoutent qu'un kamikaze s'infiltre parmi les réfugiés et ne cache une ceinture d'explosifs. Ahmed est chauffeur de taxi. Sa fille de 5 ans et lui viennent de fuir. Ils ont dû laisser une partie de leur famille derrière eux. Au début, ils sont venus au nom de la religion, ça allait. Puis après, ils nous donnaient des ordres, comme « fais ta prière »,« laisse pousser ta barbe ». Les gens qui sont encore à Mossoul sont fatigués.
Leur situation s'est dégradée, il n'y a plus de travail. Les gens sont exaspérés par la présence de Daesh. Ils en ont marre. Ça fait 2 ans qu'ils sont séquestrés. Près d'1 million de personnes sont encore prises au piège à Mossoul. Là-bas, il n'y a presque plus de nourriture et la ville est devenue une prison à ciel ouvert. Alors il faut fuir, fuir à tout prix. La bataille de Mossoul risque de durer des semaines. Les habitants s'exposent à être pris entre 2 feux. Les combats vont envoyer sur les routes des centaines de milliers de gens. Un exode, synonyme d'une crise humanitaire sans précédent.